On trouvait la photo super sympa. Ça symbolise pas assez ce qu'on a envie de dire, quoi. Donc peut-être la photo on la mettra dans le livre. Par contre, ce à quoi on tient assez, c'est ça, quoi. C'est des balles de coton avec le fair trade dessus. C'est du coton bio, donc du coton équitable. On commence à en produire un peu. Et là, ça donne un peu l'idée de le mur de coton, les Africains qui sont face à un mur à l'OMC à cause du coton. Je travaille pour une organisation non gouvernementale qui s'appelle Endatia Monde. Donc, je suis chargé de programme dans cette organisation et je travaille maintenant depuis 4 ans ici à Dakar, principalement en fait sur la question des politiques commerciales sous-régionales, raison pour laquelle on se retrouve ce matin devant une carte qui représente un peu mon espace de travail en réalité. On est à l'heure qu'il est à Dakar, mais en réalité, les enjeux sur lesquels on travaille, c'est l'avenir de toute cette sous-région, de la Mauritanie au Nigeria, en passant par le Niger, le Burkina Faso, Bamako et autres. On m'a recruté ici en fait pour essayer de mener un certain nombre de réflexions sur quelles étaient les problématiques globales ou internationales ou régionales en tout cas qui avaient un impact sur le développement quotidien des populations du Sud, et donc de travailler plutôt à un champ macro plutôt qu'à un champ micro, souvent comme on l'imagine. Quand on parle de développement, on parle souvent de puits, d'écoles, etc., etc. Nous, on essaie plutôt de parler de l'impact en fait de toutes les politiques qui sont négociées au niveau de la CEDEAO, de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest qui se situe à Abuja, ou bien au niveau de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui se trouve à Ouagadougou. Et donc on essaye de travailler avec les populations locales, c'est-à-dire les producteurs, les pêcheurs, les agriculteurs, sur un peu comment est-ce qu'ils peuvent eux influencer ces politiques qui de fait ont un impact sur leurs conditions de vie difficiles. Alors ça c'est la trame, un peu la grosse trame, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui faire du glocal. C'est un mot qui est de plus en plus à la mode, le lien entre le global et le local. En gros aujourd'hui il y a deux filières ou deux secteurs de production qui sont communs à toute cette région. Le premier, c'est les ressources halieutiques. Les ressources halieutiques parce que tous les pays côtiers vivent fortement des ressources halieutiques, donc du poisson, de la pêche. Ça crée beaucoup d'emplois, ça permet un accès aux protéines important pour les populations locales, etc., etc. Ça fait partie de l'environnement. Et puis aussi parce qu'au-delà des pays côtiers, on oublie souvent qu'il y a quand même des grands fleuves qui traversent l'Afrique, à commencer par le Niger, qui prend sa source au Nigeria et qui va s'éteindre beaucoup plus loin en Guinée, ou plutôt qui prend sa source en Guinée et qui va se jeter dans le Nigeria. Donc ça, c'était un enjeu important. Puis il y en avait un deuxième. Et quelle est la culture justement qui est produite dans quasiment l'ensemble des pays qui sont devant nous, à l'exception peut-être de la Mauritanie qui est un pays assez aride comme vous le savez, peut-être du Libéria et de la Sierra Leone du fait des conditions politiques, c'est le coton. On trouve peut-être du café, du cacao, un peu au Ghana, un peu au Togo, un peu au Bénin, beaucoup en Côte d'Ivoire, mais du coton on en trouve partout. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à lancer au niveau d'ENDA une réflexion sur quel est en fait l'avenir des filières cotonnières à 15 ans, quelles sont les perspectives de développement durable du coton dans les années à venir, en sachant qu'en termes de perspectives sociales, donc d'impact au niveau des emplois, des tensions, etc., il y avait beaucoup d'enjeux. En termes environnementaux aussi, il y a des enjeux clés aujourd'hui, alors que les sols commencent à être de plus en plus lessivés par une production de plus en plus intensive. Et on a vite compris que c'était bien les politiques sous-régionales, mais que si on ne s'intéressait pas aussi à un autre niveau qu'on ne voit plus sur la carte qui dépasse, qui est Paris, Genève, New York, Washington, etc. Si on ne s'intéressait pas en fait à des politiques internationales qui étaient de plus en plus importantes à l'heure de la mondialisation sur ces régions, sur cette région en tout cas, la région Afrique de l'Ouest, on passait à côté de pas mal de problèmes. Et puis on a commencé à lancer une idée qui était de dire mais au fond pourquoi est-ce que ces cours du coton qui chutent du fait des subventions américaines, subventions qui sont contraires aux principes de l'Organisation mondiale du commerce que les États-Unis ont signé eux-mêmes, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'attaquer les États-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce, tout simplement? On a lancé l'idée un peu folle avec d'autres organisations partenaires, des organisations comme Oxfam, qui sont une ONG
britanniques beaucoup plus connues, beaucoup plus grandes, disposant de beaucoup plus de moyens. On a travaillé avec les producteurs au niveau des institutions sous-régionales, au niveau des États, avec les gouvernements, le gouvernement du Mali, le gouvernement du Burkina, à essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait construire une initiative pour défendre nos cotons au sein de cette grande enceinte internationale qui est l'Organisation mondiale du commerce et qui est censée mieux organiser les échanges internationaux à travers des processus de libéralisation et de privatisation. Et puis, en réalité, à notre grande surprise, lors de la dernière conférence ministérielle de l'OMC à Cancun en 2003, en fait, ce dossier qui a été monté ici, il s'est retrouvé à la une de l'actualité mondiale. Il a fait la une du sommet de l'OMC de Cancun. Et là, il était une des raisons de l'échec de ce sommet. Et c'est là où réellement, on a réalisé ce qu'on avait imaginé depuis un certain nombre d'années. En tant que citoyen, on a des droits, on a des devoirs, mais on a aussi un pouvoir qui est un pouvoir énorme. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui guide un peu notre activité au niveau de notre structure, Endatia Monde. C'est de voir comment est-ce qu'on peut en fait tout simplement renforcer la citoyenneté des gens à travers des exercices de dialogue politique. Pourquoi aujourd'hui les producteurs, aussi rationnels soient-ils, n'auraient-ils pas le droit de s'asseoir pour discuter avec leur ministre, avec leur président, sur l'avenir des filières qui les font vivre. Donc voilà, en fait tout ce travail, c'est 4 années de travail depuis 2001 et on a envie d'en faire une synthèse pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des enjeux commerciaux et politiques qui sont toujours en négociation à l'OMC et puisqu'on s'est impliqué, qu'on a soutenu les producteurs dans cette initiative, il est hors de question qu'on les laisse en cours de route. On est dans un partenariat avec les producteurs, un partenariat qu'on essaye d'avoir le plus intelligent possible. Et donc, on a vraiment envie de faire un point sur où en est ce dossier coton à l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, c'est important, un mois maintenant, un demi de la prochaine conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong, d'avoir un livre qui va permettre de dire voilà les gros enjeux et voilà ce qu'on ne doit pas manquer à Hong Kong. Ça fait 4 ans maintenant que les pays africains ont démontré que les subventions d'un certain nombre de pays du Nord empêchent 10 à 15 millions de producteurs au Sud de vivre de leur travail. C'est en totale contradiction avec les politiques de développement de l'ensemble des pays du Nord qui reprennent d'une main ce qu'ils donnent d'une autre. C'est l'inverse exact de la devise américaine Trade Not Aid, faites du commerce mais ne donnez pas d'aide. Et là, c'est exactement le contraire qu'ils font. On a des gens compétitifs qui ne peuvent pas vivre de leur travail parce qu'on est en train de les flinguer à cause de politiques commerciales. Donc là-dessus, on avait un engagement moral qu'on poursuit à travers ce livre. Mais au-delà, ce qui nous intéresse en fait aussi dans ce livre, au-delà du côté publiciser un peu les enjeux par rapport à ce dossier coton, c'est d'essayer en fait de réfléchir à ce dossier, cette nouvelle approche, cette démarche en fait qu'on a choisi d'accompagnement des producteurs dans des espaces de dialogue politique auxquels ils n'avaient pas accès, en leur donnant des clés d'entrée, en leur donnant accès à des réseaux, en leur donnant des éléments, des outils de compréhension d'un certain nombre d'enjeux. Et quel enseignement on peut en tirer pour toutes ces questions quotidiennes qui nous taraudent, qui sont les questions de développement. On a une extrême pauvreté, mais est-ce qu'il faut encore vraiment continuer à construire des puits, des écoles, etc. C'est peut-être important, ça permet peut-être de pallier un certain nombre de déficits sociaux, donc il faut certainement continuer à le faire, mais est-ce que les investissements majeurs ne sont pas à faire dans le renforcement en fait des hommes, de la citoyenneté, de l'autonomie d'un certain nombre d'organisations qui sont déconnectées aujourd'hui des pouvoirs et des États centraux, quoi. Et c'est pour ça que dans le livre, on a des producteurs, on a des ambassadeurs, on a des négociateurs à l'OMC, on a des consultants internationaux, on a des chercheurs aussi. Voilà, beaucoup de gens d'origines diverses et variées en termes d'origine au niveau du travail, donc qui ne sont pas du tout issus des mêmes environnements socio-professionnels. Beaucoup de gens aussi qui sont d'horizons géographiques différents, États-Unis, France, etc., croisent un peu leurs regards et disent voilà ce qu'on peut tirer de cette expérience sur le coton qui a été menée pendant 2-3 ans. C'est un livre qui doit être préfacé normalement par le président du Mali, Amadou Toumani Touré, pour montrer l'engagement des États africains derrière ce dossier.
Il va être aussi soutenu avec une postface de la fin de Mandela, Graça Machel. Donc voilà, ça va être un objet politique, mais ce n'est pas seulement un objet politique pour aller se battre à l'OMC, c'est aussi un objet politique pour discuter demain avec les partenaires au développement, avec les bailleurs, pour dire peut-être qu'on peut s'inspirer un peu de ce qui a été fait pour le futur. Voilà ce qu'on essaye de faire avec les quelques moyens qu'on a dans notre organisation et le tout surtout avec les acteurs locaux, à commencer par les producteurs, quoi.